tout le monde. On continue toujours notre travail sur le framework Hibernate. Après avoir vous montré le process reverse engineering qui vous permet de créer donc des classes, des entités à partir du table, on va basculer aujourd'hui vers un autre concept, c'est les interrogations, ou bien les requêtes select en général. On va découvrir ensemble comment mettre en place donc des méthodes qui vont exécuter des requêtes SQL de type select qui est censé donc retourner des valeurs. Donc à ce niveau-là, on va découvrir donc les différentes situations suivantes. On va voir comment mettre en place des requêtes SQL en utilisant donc le Create SQL Query. À ce niveau-là, vous êtes censé travailler avec le code SQL tel qu'il est. La deuxième variante, c'est l'intégration de HQL, Hibernate Query Language. C'est comment faire des requêtes de sélection en se basant sur une variante, si vous voulez, légère de SQL en utilisant le HQL. Si SQL assure la lecture à partir des tables, vous allez voir que le HQL va assurer la lecture à partir des classes. Il y a un plugin Criteria qu'on peut utiliser pour interroger la base et puis exécuter des requêtes select. Et avec le Criteria, donc on essaie d'éviter l'intégration de HQL bien de SQL. La dernière situation qu'on va découvrir, c'est ce qu'on appelle le Hibernate Named Query. Pour des fins de séparation, on aimerait bien séparer les requêtes du code bien de la logique applicative. À ce niveau-là, il y a deux cas de figure. Soit on utilise des annotations, soit on va créer donc un fichier XML sur lequel on est censé définir toutes les requêtes dont on a besoin, et puis on va interroger ces requêtes via donc cet outil de Hibernate qui porte le nom Hibernate Named Query. On va commencer par la première variante qui est l'exécution des requêtes purement SQL. Donc, avec SQL natif, donc la requête SQL donc la plus basique permet de récupérer la liste de tous les enregistrements d'une table, sachant que nous on a donc tant de tables au niveau de notre base de données. Donc, on va faire appel à notre create SQL query. Et là donc on va définir la requête SQL. Par exemple ici, chercher pour moi toutes les lignes de la table gets, donc liste qui permet de retourner toutes les listes, ainsi de suite. La question qui va se poser par la suite, quel est le type de retour de cette requête? Si vous utilisez le SQL natif, donc automatiquement, la requête elle va retourner un tableau d'objets, donc avec les valeurs scalaires de chacune des colonnes en question. Hibernate utilise donc une classe prédéfinie qui s'appelle ResultSetMetadata pour déduire l'ordre final et le type des valeurs scalaires retournées, puisque la requête elle va retourner un résultat, un ensemble de lignes qui sont classées sous forme des colonnes puisqu'il s'agit d'une table. Avec le ResultSetMetadata, on est censé donc, il est capable d'identifier donc l'ordre des champs et puis leur type à partir de la requête exécutée. Pour faciliter encore donc le travail de cette classe ResultSetMetadata, donc on peut lui dire dès le départ que cette requête, à partir de cette requête, on attend les champs suivants. Le champ numéro 1, le champ numéro 2, le champ numéro 3. Pour chaque champ, on est censé lui dire que ce champ est de type tel. Ça va faciliter puisque là, quand on utilise la requête tout court, on est censé donc déléguer la tâche à cette classe, ResultSetMetadata, de déduire, si vous voulez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ordre et puis le type des différents champs de la requête retournée. Par contre, avec le addScalar, on est censé donc faciliter la tâche. On va spécifier donc à la requête les colonnes et les types retournés. Comme ça, donc il va aller tout droit vers l'affichage de résultats de la requête demandée. Quant à HQL, comme je vous ai dit tout à l'heure, Hibernate vous fournit un langage d'interrogation donc qui est extrêmement puissant qui rassemble le SQL. Sauf que le HQL il est totalement orienté au objet. Du coup, il fait appel à des classes plutôt que des tables. C'est pour ça donc qu'il est sensible à la casse. Si votre classe porte le nom employé avec E majuscule, alors vous ne pouvez pas faire from employee avec E minuscule. Ce qui est le cas avec SQL qui n'est pas sensible à la casse.
À ce niveau-là, Hibernate, il vous propose donc une requête, une méthode qui s'appelle createQuery. On lui donne la requête. Et si la requête attend un paramètre, donc on utilise la syntaxe de point, le nom de paramètre. Par exemple, ici, on lui demande de lire à partir de la table stock, où stock code est égal à un code qu'on est censé fournir par la suite. Le paramètre, il doit être écrit sous forme de point. Donc à ce niveau-là, donc avant d'exécuter la requête, on est censé donc alimenter le paramètre code. Ici, on a donné cette valeur à titre d'exemple. Et puis, on retourne la liste des différents produits qui correspondent bien à ce code de stock. Quant à Criteria, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est un API qui est intégré avec Hibernate, qui va donc, si vous voulez, intégrer les concepts et les apports de l'orienté objet. Et du coup, il dispose, donc à la place d'écrire une requête, vous allez chercher la méthode la plus adéquate à votre situation. Par exemple, ici, on va définir des critères pour restreindre le résultat fourni par la requête. Donc, on est en train de dire à partir de la session créée pour moi donc des critères sur l'entité donc personne. À partir de cette entité-là, j'aimerais bien exécuter une restriction, donc une condition, c'est quand vous faites le close where sur le nom. Donc cherche-moi tous les noms qui commencent par Manu, par exemple. Et notre restriction dont l'âge est égal à cette valeur, ou bien elle est nulle. C'est-à-dire là, à la place d'écrire la requête comme le HQL ou bien le SQL, maintenant, le Criteria autant qu'API, donc il dispose des équivalents, des différents, si vous voulez, clauseware, sous forme de restriction, et vous allez l'appliquer pour afficher ou bien pour arriver au résultat que vous cherchez derrière la requête. Dernière variante, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est Hibernate Named Query, ou bien la requête nommée en Hibernate. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour des fins d'organisation du code, on aimerait bien séparer le code Java du code SQL. Puisque si je reviens avec vous vers le dernier atelier, plus précisément vers la classe Employee Manager, si vous vous rappelez bien, c'est au niveau de service. Donc à ce niveau-là, donc lorsque je vous ai demandé de récupérer tous les enregistrements, on a utilisé donc le HQL, ça peut être du SQL. Alors le named query, donc il exige la séparation. Donc cette requête, on va l'écrire quelque part et puis on va l'appeler à ce niveau-là. Comme ça, on va séparer le code Java du code SQL. Et pour ce faire, on va découvrir deux méthodes. Une méthode qui se base sur les annotations et une méthode qui se base sur un fichier de mappage qu'on est censé donc créer. C'est un fichier XML sur lequel vous pouvez définir les différentes requêtes que vous voulez exécuter et d'une façon qui est séparée, une forte séparation entre le code Java et puis le code SQL ou bien HQL. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, par annotation, on peut utiliser donc une annotation principale named queries sur laquelle vous pouvez définir toutes les requêtes. Une requête nommée elle est caractérisée par un nom et puis par la requête qu'on aimerait bien exécuter. Ça peut être SQL, ça peut être HQL. Lorsque vous voulez utiliser maintenant cette requête, donc automatiquement, donc notre requête elle porte le nom tel. Une fois que vous voulez utiliser cette requête, tout simplement, au niveau donc de votre code source, à la place de faire appel à create SQL query, bien create query, vous avez le get named query qui permet de récupérer en quelque sorte votre requête en question. Donc vous allez récupérer votre requête à partir de son nom et vous pouvez faire appel à la requête au cas où vous avez besoin de ce résultat. Par un fichier de mappage, vous pouvez créer un fichier XML. On est censé appeler donc query.hbm.xml. Ce fichier-là, donc, il est censé donc définir toutes les requêtes dont vous aurez besoin. Du coup, à l'intérieur de Hibernate Mapping, vous aurez dû ajouter donc des queries, des requêtes. Chaque requête, elle est définie par un nom et puis par le contenu de la requête, ou plutôt qu'est-ce que vous cherchez derrière cette requête, qu'est-ce que vous voulez exécuter. Et là, je vous demande de remarquer si vous avez trois requêtes HQL et vous avez une requête SQL. Comme ça, vous allez séparer les choses. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois que vous avez besoin d'une requête, tout simplement, vous allez faire appel à
au nom de la requête automatiquement. Donc Hibernate, bien sûr, il faut le notifier, il faut lui dire que pour les requêtes, il faut aller chercher à partir de cet emplacement. On va le découvrir au niveau des ateliers, comment arriver à consommer donc ces différentes ou bien exécuter ces différentes requêtes avec cette façon qui permet de séparer le code Java du code, si vous voulez en quelque sorte, SQL. Donc on passe maintenant aux ateliers, à la mise en place de ces différents concepts. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que, alors je reviens avec vous vers notre application. Assurez-vous que le mapping il est déjà là. Donc je reviens vers le fichier donc sur src main source hibernate.cfg.xml. La dernière fois, je vous ai demandé, lorsqu'on a travaillé avec Reverse Engineering, de désactiver donc ces deux mappings. Donc on va les activer à nouveau. Assurez-vous des mappings, de la structure de votre, si vous voulez, fichier Hibernate CFG. Ce qu'on va faire dans un premier temps, je bascule vers la base de données MySQL. Je bascule vers phpMyAdmin. Je vais vérifier tout simplement la table Employee. Donc notre base c'est DB Hibernate, voilà. Donc la tab Employee, normalement il contient 3 enregistrements qu'on a testés lorsqu'on a travaillé avec les Create Operations au niveau de Hibernate Framework. Alors ce qu'on va faire par la suite, c'est que on va créer donc une nouvelle, si vous voulez, méthode qui permet d'exécuter une requête SQL native. Alors, ce qu'on va faire alors, c'est que au niveau de Employee Manager, je vous demande de revenir vers le package service qu'on a créé au niveau de src main Java, Employee Manager. Et là, donc, je vais ajouter une deuxième méthode. Donc, je vais ajouter une deuxième méthode, je vais l'appeler public void get all employee SQL, parce que j'aimerais bien utiliser maintenant SQL. Donc ça va être bien sûr, donc c'est pas une, si vous voulez, procédure, mais plutôt quand je vous ai montré tout à l'heure, quand je vous ai dit, ça va être une liste des objets. Donc à ce niveau-là, donc ça va être une fonction qui retourne une liste date de tableau d'objets si vous voulez. Object. Et à ce niveau-là, je suis censé donc définir les différentes parties en question. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on est censé donc faire appel à notre, si vous voulez, create SQL query. Et par la suite, donc, je peux retourner donc ma liste pour que je puisse parcourir donc les différents éléments au fur et à mesure au niveau donc de l'application. Donc, ce qu'on va faire par la suite, je bascule avec vous vers notre application. Donc, on va déclarer un query qui fait partie de, si vous voulez, org Hibernate query, celui-là. Alors, cette requête, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Donc, on va mettre dedans tout simplement, donc je fais appel, je vais l'appeler query, et je mets dedans, je fais appel à la session. Pour exécuter donc une requête SQL, bah, j'aurais dû faire create SQL query. Donc ici, dans cette version qu'on vient d'utiliser, donc on se retrouve plutôt avec SQL Native Query qui permet donc, puisque là on utilise la version, si vous vous rappelez bien, 6.1, bah, du coup donc il utilise SQL Native Query. Je lui passe la requête en question. Ici je vais lui dire from
puisque c'est SQL, pardon, ça va être select étoile from tab employee. Ici n'est pas sensible bien sûr à la casse. Soit vous faites majuscule, soit vous faites minuscule, ça revient au même. Et là, je vous demande de remarquer que même cette méthode-là, il est deprecated. OK? Donc, ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va faire appel, on va déclarer donc une liste des tableaux d'objets, par exemple. On va l'appeler employees. On va faire appel à notre query qu'on a créé tout à l'heure, point list. Et à la fin, donc, je retourne les employees en question. OK? Sauf qu'il ne faut pas oublier que la transaction, on est censé donc la démarrer, donc avec begin transaction. Donc on vient de démarrer la transaction, on vient de préparer une requête qui se base sur le SQL native avec donc create native query. Le contenu de la requête c'est select étoile from tab employee. Donc c'est la table que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ici, c'est celui-là. Et puis on va mettre le résultat dans une liste qu'on est censé afficher par la suite. Alors ce qu'on va faire par la suite, c'est que au niveau donc de notre Hibernate démo, sur le package démo, alors je vais faire appel, donc on va rendre tout ça en commentaire, ou plutôt je vais changer tout simplement la stratégie, donc je rends tout ça en commentaire, comme ça donc ça va, donc si vous voulez donc, ce qu'on va faire alors, c'est que on va consommer cette méthode qu'on vient de créer. Alors, pour la consommer, ce qu'on va faire, c'est que on va parcourir le résultat fourni, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un tableau des objets et liste de tableaux d'objets. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la liste dans un tableau. On va parcourir ce tableau-là pour afficher donc les différentes informations, quoi, à savoir donc le nom, le salaire et puis le matricule en question. Donc au niveau de notre application, donc on va déclarer une liste des objets si vous voulez. On va l'appeler employees, sur laquelle je suis censé passer par manager.getEmployeeSQL qui permet de récupérer ces éléments. Et après, on va faire un for each. On va parcourir donc la liste des employés. Donc de préférence, je vais l'appeler imp par exemple. C'est un tableau des employés si vous voulez, puisque c'est une liste de tableaux d'employés, c'est le retour de cette fonction ou bien de cette requête SQL native qu'on vient de mettre en place. Alors à chaque fois que je trouve un élément, je déclare un objet de type employé. Je vais l'appeler E par exemple, égal à new employee. Par la suite, puisqu'on a déjà une variable E, donc je vais l'appeler employee en quelque sorte. Alors par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois alimenter cet objet en termes, donc je fais appel à employee.setMatricule. Je dois l'alimenter à partir de l'enregistrement qui est fourni. Je sais bien que l'enregistrement qui est fourni, donc c'est un enregistrement qui contient l'ID qui est de type int, qui contient le nom qui est de type chaîne de caractères, et qui contient le salaire qui est de type float. Du coup, à ce niveau-là, je suis censé donc faire un cast, donc avec integer, donc point parseInt. Je fais appel à mon objet qui s'appelle imp. Puisque c'est un tableau, donc je vais récupérer la première colonne, il est caractérisé par la valeur 0. OK. Ce qui permet de récupérer donc l'ID en quelque sorte.
Donc la première ligne, il permet d'alimenter donc le nom, le matricule, pardon. La deuxième ligne, quant à lui, donc il va nous permettre de d'alimenter le nom. Donc pour le nom, c'est simple, puisque déjà c'est une chaîne de caractères, ça va être un imp 1, c'est la deuxième colonne, point donc toString. Et puis le troisième champ, pour le salaire, on est censé faire comme si vous voulez le nom, plutôt le matricule. Donc j'aurais dû faire donc set salaire. Donc on va faire appel à notre float.parseInt, parsefloat, pardon. Je passe par imp, donc la troisième, le salaire se trouve dans la troisième colonne, donc ça va être imp2.toString. Une fois l'objet est alimenté, ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va afficher ces différentes valeurs. Donc on fait appel à CESU. Donc ça va être employee.getMat. Anti-slash tabulation pour avoir de l'espace entre les différentes colonnes. Donc c'est employee.getNom. Donc un anti-slash T. Puis employee.getSal. Et là, donc, je vous demande de remarquer, donc, dans ce process, hein, donc, la première des choses, c'est là, à chaque fois qu'on trouve un élément envoyé par le résultat de la requête select, on va créer un objet donc, qui porte le nom employee. Cet objet-là, donc, on va l'alimenter à partir des enregistrements fournis. C'est comme on est en train de parcourir le result set data, metadata que je vous ai montré tout à l'heure au niveau de la présentation. Et à la fin, je demande au système d'afficher donc les valeurs de cet employé qui est rempli à partir de l'enregistrement en question. On exécute donc notre application. On passe toujours par la journalisation. Et surtout, ça se passe bien. Comme vous voyez ici, il vient de nous dire que la requête exécutée par Hibernate, c'est select étoile from tab employee. Et voilà les enregistrements qu'on vient de récupérer. Sauf qu'il apparaît bien que si on le compare, si on compare le code qu'on vient de développer avec, si vous voulez, get all employee et le code qu'on vient de définir avec, si vous voulez, la méthode SQL native, il apparaît bien qu'en termes donc de nombre de lignes et en termes de complexité, donc le fait d'intégrer SQL, ça revient à ce qu'on a vu auparavant avec le GDBC, mais il y a des situations où on aura besoin donc des requêtes SQL dans ce sens. Donc ça, c'est la première manipulation. Pour la deuxième, donc vous avez la possibilité, comme je vous ai dit tout à l'heure, de mettre en place des SQL natifs tout en utilisant donc les AdScala. Donc ça facilite pour le Hibernate de définir l'ordre des attributs ainsi que le type de différents attributs. Par exemple, ici, on peut faire la chose suivante. Au niveau donc de notre application, on peut faire la chose suivante. Je reviens avec vous ici. Donc, lors de la définition de la requête, je peux faire appel à addScalar qui demande donc deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le champ. Je vais lui dire le premier champ, c'est le matricule. Et le deuxième paramètre, quant à lui, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est le type. Par exemple, ici, donc je peux faire appel à new type. Sinon, j'aurais besoin de faire appel à Hibernate. Je vais voir pour cette version, quand je fais appel à AdScalar, quelles sont les possibilités qu'on a. Donc c'est celui-là qu'on cherche à mettre en place qui prend en charge. Donc si vous voulez, string qui représente le nom du champ et le class Java type qui représente donc le type. Donc j'aurais dû faire alors la chose suivante. Bah, ici, j'aurais dû faire mat
Et à ce niveau-là, donc je peux faire appel à pour lui dire qu'il s'agit donc d'un entier. De même, donc j'aurais dû faire .add scalar. Le deuxième champ, c'est le nom. Et puis, ça va être string.class. Et j'aurais dû faire la même chose. Donc, add scalar. Pour le champ qui est sale. Et pour, si vous voulez, lui dire qu'il s'agit de float. Pardon, c'est du float class. Peut-être que vous allez poser la question, quelle est la valeur ajoutée de ces scalaires qu'on vient de mettre en place au niveau de notre requête? Tout simplement pour vous dire, ça va agir sur la performance et le temps de réponse de votre requête, puisque si vous lui donnez une requête comme ça, il est censé donc faire déduire lui-même Hibernate avec la classe setMetadata dont je vous ai parlé au niveau de la présentation. Il est censé donc déduire l'ordre et puis le type des différents champs. Par contre, ici, on lui dit que automatiquement, on cherche donc le résultat avec les champs suivants et chaque champ, voilà leur type. Ça facilite et ça va donc, si vous voulez, agir sur la performance et le temps de réponse de notre requête. On réexécute à nouveau notre application. Toujours donc le système il commence par la journalisation et si tout ça se passe bien, donc il est censé générer une réponse. Par contre ici, il vient de nous dire qu'il y a une exception quelque part. Il vient de nous dire que donc il y a une exception dans la grammaire, si vous voulez, de notre tout simplement puisque enable to find column position by name le nom. Donc nous on a utilisé nom. Il ne faut pas oublier qu'au niveau de la base de données, le champ nom, on les a appelés name, puisque j'aimerais bien vous montrer donc l'utilité de @column. Pour bien comprendre, je reviens avec vous vers entity, employee. Il ne faut pas oublier qu'on a ajouté column, name est égal à name, c'est-à-dire qu'à la place du nom, on parle du name. C'est normal que le système nous a généré ça, puisqu'il n'arrive pas à trouver donc le champ qui s'appelle name, qui s'appelle nom. Et du coup, on est censé donc lui dire au niveau de Hibernate, plutôt au niveau de Hibernate Manager, de lui dire que le deuxième champ s'appelle name plutôt que nom. On réexécute à nouveau l'application pour voir comment le système va se comporter devant cette situation. Et là, il apparaît bien qu'il arrive à récupérer donc les enregistrements sans aucun problème. C'est plus performant par rapport à la première, le fait d'ajouter donc les scalaires en général. Troisième partie de notre atelier, c'est vous montrer comment définir des requêtes paramétrées. Par exemple, ici, on va lui dire, vous allez nous écrire, nous exécuter une requête, select étoile from employee, où le salaire est supérieur. Et là, donc, la requête, c'est une requête paramétrée qui attend donc une valeur pour le salaire. On va le définir par la suite en utilisant donc query.set. Selon le type qu'on attend, on va choisir float, integer, etc. On va le définir donc, par exemple ici, l'intervalle vis-à-vis donc notre salaire au cours. Donc ce qu'on va faire alors, c'est que plutôt ici, là, le premier paramètre, c'est la position du paramètre. Ici, on a un seul paramètre, donc il est indexé par 0. Le deuxième attribut, c'est la valeur qu'on aimerait bien remplacer ici. Donc il apparaît bien que nous, au niveau d'exécution, on a des salaires de 6900, 6200 et puis 4500. On va demander les salaires qui sont supérieurs à 6000 par exemple. Alors, dans ce cas-là, je reviens vers la classe Employee Manager et on va ajouter donc where sal est supérieur strictement à un point d'interrogation. Vous allez voir que normalement, avant d'exécuter la requête, je suis censé faire la chose suivante. Je fais appel à ma query, à ma requête. Point set, puisque le salaire c'est float, donc ça va être set float. Comme je vous ai montré ici, donc j'aurais dû faire la chose suivante. Je fais appel à ma query
et puis par la suite à 7 pour récupérer donc le paramètre en question. Alors normalement, il est censé donc m'afficher le type. Sinon, ça va être dans ce cas-là donc 7 paramètres. On va voir les différents, si vous voulez, types ou bien les différentes signatures. Donc la première signature, elle exige un paramètre de type int et puis un objet, un argument de type object. Donc nous, la position, c'est 0 puisque le premier paramètre. Ici, donc on va donner la valeur en question. Bah, on va lui donner par exemple supérieur ou égal à 6000. Donnez-moi lors de l'exécution, avant de retourner la liste, il est censé donc faire la chose suivante, remplacer le point d'interrogation par ce paramètre qu'on vient de rajouter. Alors, on va réexécuter à nouveau notre démo pour voir ce qui va effectivement nous afficher tout simplement deux enregistrements qui correspondent bien à cette valeur. Alors déjà ici, il vient de nous dire que could not locate ordinal parameter. OK. Alors, ce qu'on va faire alors, au niveau de Employee Manager, je vais changer carrément. Et voilà, donc il apparaît bien que au niveau donc de notre application, le système il vient de nous afficher, puisque tout à l'heure on m'a dit qu'il ne trouve aucun paramètre au niveau de 0. Je l'ai changé 0 par le 1, puisqu'on est dans la version 6.1 de Hibernate. Et automatiquement, il m'a affiché tout simplement les enregistrements qui correspondent bien à un salaire qui est supérieur strictement à 6000. Donc, ce que j'ai changé, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'ordre de l'argument. Ben, je lui dis qu'en quoi le premier paramètre qu'on attend, on va le remplacer par la valeur suivante. Et comme ça, donc, vous pouvez définir et customiser donc, les différentes requêtes SQL natives dont vous aurez besoin dans votre application. On passe maintenant à la partie HQL. Pour HQL, on a déjà, donc je vous ai déjà montré avec le getAllEmployee, ça c'est de HQL puisqu'on est en train de lire à partir donc de la classe. Et si vous faites employee avec E minuscule, bah, automatiquement vous allez se retrouver avec en quelque sorte une erreur puisque le langage HQL est sensible à la classe. On va découvrir alors comment intégrer ou bien créer une requête HQL qui est paramétrée. Je vous ai montré tout à l'heure qu'au niveau d'une requête, si vous voulez SQL, ben, on a utilisé le point d'interrogation. Maintenant, au niveau d'une requête HQL, on est censé utiliser donc les deux points le long des paramètres. Et du même, donc on va utiliser le set paramètres et puis on va faire appel, on va lui donner une valeur. Comme ça, donc Hibernate est censé donc interroger donc la table en se basant sur le closeware qu'on vient de définir pour retourner un résultat. Alors, ce qu'on va faire alors, c'est que au niveau de notre application, je reviens vers le Employee Manager. Et à ce niveau-là, donc je vais ajouter un méthode public qui retourne donc une liste des employés. Et ça représente la facilité donc d'utilisation de HQL par rapport à SQL. Donc à ce niveau-là, on va l'appeler get all bien liste employee, c'est des HQL. On va déclarer notre query comme tout à l'heure avec Hibernate. Voilà. Donc on va l'appeler query. Il va faire appel à notre session.create selection query. Et là, donc, je mets dedans from employee. Là, il est sensible à la case where salle, par exemple,
est inférieur strictement, deux points, salle. Donc là, je vais lui donner un nom, salle min. Je suis en train de dire au système, vous allez donc m'exécuter une requête de type donc SQL Query. Cette requête-là, il va lire à partir donc de la classe employee qui est censée en correspondance avec la classe, si vous voulez, la table employee, où elle salle est inférieure. Je lui passe un paramètre qui s'appelle le salmin. Donc celui-là, il demande un cast, donc on va le faire. Puis par la suite, on va définir le nom de ce paramètre qu'on vient de passer. Je fais appel à query.setParamètre. Donc son nom c'est salmin tel qu'il est. Et là donc j'aurais dû faire donne-moi tous les salariés dont le salaire est inférieur à 6000. Et à la fin je vais lui demander de retourner query.list pour retourner la liste en question. Comme ça donc on arrive à passer un paramètre à notre classe, ou plutôt à notre requête SQL. Je reviens vers le démo, donc je rends tout ça en commentaire. Alors, et par la suite, donc je déclare en quelque sorte une liste des employés. Get list employee SQL. On utilise donc un for each pour parcourir. Et là, donc, je peux utiliser donc cette ligne que j'ai déjà développée tout à l'heure. Parce que le système a gardé le même nom de variable. Donc, il est censé m'afficher tout le monde, les salariés dont le salaire est inférieur strictement à 6000. On va voir comment le système va se comporter devant cette requête. Alors là encore, donc, ils nous disent qu'en quoi il y a un problème. Tout simplement puisque il nous dit que create selection query is not valid without an active transaction. Donc, on a oublié le begin transaction. Du coup, le système n'a pas pu exécuter la requête. Tout simplement, avant le query, j'aurais dû faire la chose suivante, session.beginTransaction. On réexécute à nouveau notre Hibernate. Donc voilà ce que j'ai changé. Il ne peut pas exécuter la requête en dehors de la transaction. Je réexécute donc la méthode. Alors encore on a une autre. Donc il me dit qu'en quoi qu'il y a un problème au niveau de la méthode cannot be cast class. On va vérifier, puisque tout à l'heure on a utilisé un cast. Alors, pourquoi, sachant que nous, on a créé une query qui fait partie de... on va vérifier quand même les... C'est Hibernate Query, parfait. Alors, au niveau de Hibernate Query, ce qu'on a exécuté, c'est que... Donc, le système, il nous dit qu'en quoi il n'arrive pas à faire appel. Sinon, je travaille pour le moment avec query tout court. OK. Alors, je réexécute. Et là, il apparaît bien que tout simplement, il va m'afficher seulement l'employé dont le salaire est inférieur strictement à 6000. Donc, bien sûr, l'objectif, c'est vous montrer ces différentes requêtes SQL. On bascule entre les différentes méthodes vis-à-vis donc les différentes versions pour vous montrer donc l'utilité de ces différents éléments. Donc, après avoir vous montré ça, on va basculer maintenant vers Criteria. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, donc Criteria quant à lui, donc il va vous permettre en quelque sorte de définir des restrictions sur donc en quelque sorte votre entité en question. Du coup, on fait appel à create criteria. À partir de, il attend un paramètre, c'est l'entité en question.
Et par la suite, vous pouvez enchaîner les différentes restrictions. Sous Eclipse, on va créer une nouvelle méthode. Donc sous bien sûr Employee Manager, donc on va créer une nouvelle méthode qui retourne les listes des employés. Donc à ce niveau-là, donc on va l'appeler getAllEmployee Criteria. Et on est censé donc utiliser donc l'API Criteria pour assurer donc l'exécution de la requête en question. Donc à ce niveau-là, donc bien sûr, donc il y a une forte relation avec la méthode qu'on vient d'utiliser et puis en quelque sorte la version de Hibernate sur laquelle on travaille. Et du coup, à ce niveau-là, donc quand je vous ai montré tout à l'heure au niveau de la présentation, c'était Create Criteria. Vous allez voir quand on fait appel à session.create, avec cette version qu'on utilise, on n'a plus le create criteria, mais il y a tout un process qu'on est censé utiliser pour pouvoir utiliser donc cette API au niveau de notre application, quoi. Donc la première des choses, donc on va utiliser un patron de conception qui s'appelle Criteria Builder. Donc premièrement, c'est si vous voulez, on va obtenir le Builder Criteria. Donc c'est un patron de conception qui va construire notre, si vous voulez, API Criteria pour appliquer des closeware sur la requête en question. Donc bien sûr, on va le charger à partir de la session. Alors ce qu'on va faire alors, c'est qu'on va déclarer un objet de type Criteria Builder. On va l'appeler Builder par exemple. On va faire appel à notre session et puis on va récupérer notre Criteria Builder. Donc, le rôle de cet objet qu'on vient de créer, c'est construire l'objet en question, puisque avec Criteria, donc c'est pas comme HQL et puis SQL, on est censé utiliser donc des méthodes pour rester dans les apports et puis la programmation orientée objet ou quoi. Donc une fois que notre, si vous voulez, builder est créé, ce qu'on va faire par la suite, c'est que on va créer donc une requête qui doit être supportée par Criteria. Du coup, à ce niveau-là, donc vous allez créer une requête de critères pour l'entité employee. Et à ce niveau-là, on va faire appel à Criteria Query qui fait partie de Jakarta Persistence Criteria, notre API en question. Donc ça va être étalé sur employé. Donc le rôle de cette requête, c'est lui qu'on est censé donc exécuter au niveau de notre, si vous voulez, builder qui va faire la construction. Donc on va l'appeler Criteria Query par exemple. Et qui va faire appel bien sûr à notre, si vous voulez, builder. .create query pour lui dire créer pour moi. Donc bien sûr, donc comme vous voyez cette méthode, elle prend en charge donc l'entité en question. Donc je vais lui dire que l'entité en question c'est employee.class. Donc on vient de créer un builder, on vient de créer donc une requête qui va donc s'exécuter en se basant sur cette API donc Criteria. Donc l'étape suivante, donc ça va être la définition de la clause for, from, si vous voulez. Vous avez votre requête. On est censé exécuter notre requête en se basant sur une table ou bien sur une entité si on est dans le cadre donc orienté objet. Du coup, donc on va créer donc un paramètre, ou plutôt on va définir clause from. Pour ce faire, on va créer donc un route qui fait partie de Jakarta, donc Persistence Criteria. Toujours, on est censé travailler avec les employés. Donc, c'est notre, si vous voulez, classe principale. À ce niveau-là, donc on va l'appeler employee root par exemple. On passe par notre requête qu'on a créée tout à l'heure. Donc, à savoir donc criteria query.
Et plus précisément, on va faire appel à from, c'est-à-dire que la lecture doit être passée à partir de employee.class. On sait bien maintenant que les requêtes qu'on est censé exécuter et les critères ou bien les restrictions qu'on est censé définir vont être définis au niveau de cette entité en question. Alors l'étape suivante, c'est la création de la clause where avec des conditions. Donc après, vous allez créer la clause where avec des conditions. Et pour ce faire, donc on va déclarer une variable de type predicate qui fait partie lui-même de la même bibliothèque Jakarta Persistence Criteria. Alors, ce qu'on va faire à ce niveau-là, c'est que on va passer par notre builder. Et puis, on va définir la restriction en question. Supposons que j'aimerais bien chercher donc tous les utilisateurs dont le nom est égal employee 1 par exemple. Dans ce cas-là, je fais appel à la clause equals. Et là, je vais définir deux paramètres. Le premier paramètre, sur quel élément j'aimerais bien appliquer ça. Donc, on a déjà un employee root qu'on a créé tout à l'heure. À partir de cet employee root, je fais appel à get nom si vous voulez. Donc, c'est le champ nom ou bien l'attribut nom de la classe. Je le compare avec la valeur suivante. Employee 1 par exemple. C'est quand vous faites une requête SQL, select étoile from employee where nom est égal employee 1. Donc ici, on parle avec criteria qui permet de séparer, et c'est ça le rôle de builder, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est monter donc l'objet de début jusqu'à la fin. Alors par la suite, on va ajouter la clause where à notre requête. Il y a toute une séparation de process, si vous voulez, des différentes tâches. Donc on va ajouter le where à la requête. Et pour ce faire, notre requête elle porte le nom criteria query, c'est celui-là. Point where, je lui passe donc le predicate qu'on a créé tout à l'heure. Voilà donc de quoi il s'agit en quelques questions. Dernière étape, on va dire au système de télécharger le résultat, récupérer le résultat et la mettre au niveau de ce query. C'est pour ça donc on va lui demander de sélectionner le résultat. Et pour ce faire, toujours avec notre criteria, donc query, je fais appel à select. Et là, il va nous demander, donc on sait bien que l'objet qu'on vient de créer, donc le employee root, bah, il est censé donc, si vous voulez, contenir donc les éléments en question. Alors maintenant, on est sûr que la requête, elle contient le résultat qu'on cherche. Alors ce qu'on va faire par la suite, c'est que on va créer donc une requête typée. On va lui passer donc la requête qu'on vient de créer qui s'appelle criteria query. Et on va exécuter le résultat ou bien retourner le résultat par la suite. Alors pour ce faire, donc on va passer à l'étape suivante qui va nous permettre de créer une requête typée si vous voulez. Pour ce faire, donc je fais appel à typed query, voilà, qui fait partie de Jakarta Persistence. Donc ça va être, j'attends donc des informations concernant l'entité employée, donc je vais l'appeler query par exemple, est égal, je fais appel à ma session, point create, donc query, et je lui passe la requête que j'ai construite tout à l'heure, à savoir criteria query. Et à la fin, je lui demande de retourner ce query-là. Je descends un petit peu en bas. Et je lui demande de récupérer le résultat sous forme des listes. Et là, donc, je lui demande de remarquer qu'il y a tout un process qu'il faut suivre pour arriver à mettre en place, si vous voulez, cet API Criteria qui permet de définir des restrictions. Bah, tout à l'heure, je vous ai montré equals. Je peux utiliser like, je peux utiliser donc is null, not null, ainsi de suite.
Donc, vous préparez votre builder dans un premier temps. Vous préparez votre requête de type criteria query. Cette requête, il faut le lier avec, si vous voulez, la classe en question. Par la suite, vous créez donc un employee root pour définir la clause form. Vous allez lire à partir de quelle entité. Par la suite, vous êtes censé définir la clause where vis-à-vis donc une variable de type predicate. Vous alimentez le where de votre requête par le predicate. Vous alimentez donc le select par l'objet root en question. Et par la suite, vous demandez au système d'exécuter la requête et puis de retourner le résultat. Donc, on va tester notre méthode au niveau de Hibernate Demo. Donc, on a notre méthode qui s'appelle getAllEmployeeCriteria. Donc, à ce niveau-là, au niveau de main, donc je mets ça en comment? Bien, tout simplement, je vais changer tout simplement cette requête à la place de getEmployee. Donc, je fais appel à getAllEmployeeCriteria. Donc, je garde la même situation que tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que la clause where qu'on a mis en place, il permet de vérifier, de sortir seulement les employés dont le nom est égal à employé 1. Alors, j'exécute donc ma classe. Et si tout ça se passe bien, donc là, il me dit qu'il y a un problème quelque part, bah, tout simplement qu'on a oublié la transaction. Bah, au niveau de Employee Manager, bah, je vous demande avant de commencer toujours de faire appel à notre session Begin Transaction. Sinon, vous ne pouvez pas exécuter en dehors de la transaction en question. Je réexécute. Voilà donc notre console. Et là, donc, il apparaît bien que le système à partir du criteria, donc Hibernate a exécuté une requête avec une clause where concernant donc le nom. On a donné le nom employé 1, bah, automatiquement il nous a généré seulement les informations concernant bien les enregistrements qui correspondent bien à cette, si vous voulez, ce critère, à savoir le nom est égal employé 1. Et voilà donc comment vous pouvez mettre en place le criteria en général. Sachant que pour les versions précédentes, il y avait déjà une méthode qui s'appelle create criteria qui prend en charge donc une classe entité et par la suite vous pouvez rajouter des restrictions sort like, equals, not equals, machin, etc. Donc on va basculer par la suite à la dernière situation. Donc la dernière situation quant à lui, il sera consacré à ce qu'on appelle Hibernate Named Query. Pour des fins d'organisation et pour éviter donc l'utilisation des codes SQL au niveau des classes et pour une séparation entre le code Java et le code SQL, Hibernate, autant que framework, qui vous propose la possibilité donc d'utiliser ce qu'on appelle le Hibernate Named Query. Pour mettre en place le Hibernate Named Query, vous êtes censé travailler avec deux méthodes. Donc, il y a une méthode qui se base sur un fichier HBM, XML, qui contient toutes les requêtes que vous voulez exécuter. Il y a la deuxième méthode qui se base sur les annotations en général. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir, on va traiter les deux situations. Je commence par les annotations, parce que c'est la plus simple, et puis on va intégrer un fichier HBM par la suite. Alors, ce qu'on va faire alors, je reviens avec vous vers Eclipse. Pour définir des named query à l'aide des annotations, on est censé donc définir les requêtes au niveau de l'entité. C'est pour ça donc je bascule vers l'entité employee. Si vous vous rappelez bien, les anciennes annotations c'était @entity @table. Je vais ajouter donc @named queries qui fait partie du Jakarta Persistence. Plutôt donc je vais utiliser celle de Hibernate Annotations. J'ouvre les parenthèses, accolade ouvrante fermante, et à l'intérieur, je vais définir les différentes requêtes dont j'aurai besoin. Donc à l'intérieur, je vais faire appel à named query, qui est défini, si vous voulez, en quelque sorte au niveau de Hibernate Annotation. Une requête, elle est caractérisée named query par deux paramètres indispensables. Le name, donc quel est le nom que vous voulez donner à votre requête. Donc au niveau du nom, il faut utiliser donc un nom tout en majuscule en séparant avec des underscores. Sinon, vous pouvez utiliser donc n'importe. Donc j'aurais dû faire query HQL all employee par exemple. Ça, c'est le nom de la requête avec lequel je peux la référencer. Deuxième paramètre, c'est ce qu'on appelle query.
c'est là où vous allez écrire votre requête. Puisque ici, je parle de HQL, j'aurais dû faire from employee. C'est-à-dire là, je vous demande de remarquer. Je suis en train de définir une nouvelle requête au niveau de l'entité. Cette requête, on vient de l'appeler donc query HQL all employee qui permet d'exécuter la requête from employee. C'est une requête HQL. On est censé par la suite, donc, si vous voulez en quelque sorte, faire appel à cette requête au niveau de notre employee manager. Maintenant, pour référencer cette requête, je dois utiliser son nom. Donc, on va passer au test. Après avoir mis à jour employee, je bascule vers employee manager. Et là, donc, on va rajouter une nouvelle méthode qu'on va l'appeler donc public, qui retourne lui-même une liste des employés. On va l'appeler donc get all employee named query 1. Alors, on est censé faire la chose suivante. Donc, on va déclarer donc une variable de type query. Donc, je fais appel à query. Je passe par ma session. Et là, je fais appel à notre méthode getNamedQuery. Et là, il attend le nom de la requête. Je lui demande de basculer vers l'entité employee. Je vais récupérer le nom que j'avais mis tout à l'heure et je le mets à ce niveau-là. Et par la suite, on lui demande de retourner la requête en question. Donc, return query.list. Donc, il est censé aller exécuter cette requête. Et à partir de cette requête-là, il est censé aller récupérer, donc exécuter la requête en question et puis récupérer le résultat. On va passer au test. Au niveau de Hibernate Demo, j'aurais dû faire la chose suivante. Je change le nom de la méthode de tout à l'heure. Get all employee named query 1. On exécute. Et on va vérifier comment le système il va se comporter. Alors là, toujours, on a oublié donc la requête, ou plutôt donc le début de la transaction. Normalement, on les a déjà mis, donc c'est à ce niveau-là. On réexécute à nouveau et vous allez voir que si tout ça se passe bien, donc le système il est censé aller exécuter la requête qui est définie quelque part dans l'entité et puis récupérer donc tous les enregistrements. La deuxième méthode, quant à lui, se base sur un fichier donc externe. Du coup, je vais demander de basculer vers notre, si vous voulez, dépôt distant sur GitHub. Vous avez donc toujours votre repository Hibernate Configuration. Et à ce niveau-là, donc bien sûr, je vais lisser donc un lien vers ce dépôt d'instant pour qu'on puisse récupérer donc les différents fichiers. Je l'ai déjà fait pour quelques vidéos, donc si vous vous rappelez bien. Donc on a le named queries hbm.xml. Alors ce fichier-là, vous pouvez le récupérer. Je vais le télécharger. Je récupère le fichier en question, c'est namedQueries. Normalement, c'est celui-là. Donc j'enlève carrément. Alors je vais récupérer le fichier en question. Je bascule vers Eclipse. Et là, tout ce qui est XML, si vous vous rappelez bien, on les a mis depuis le début dans le src main ressources. Donc au niveau de ressources, je colle le fichier en question. Et là, je vais demander de remarquer notre fichier named queries hbm.xml. C'est un fichier qui va contenir en termes de source donc les requêtes SQL. Donc on a une requête qui s'appelle hql get all employees qui permet de lire à partir d'employés. On a hql get employee by matricule qui permet de récupérer par matricule.
une autre qui permet de récupérer par salaire, une autre qui permet d'utiliser le between entre un intervalle, et puis une autre qui permet d'exécuter une requête. Donc les quatre premiers c'est des HQL, celui-là c'est SQL. Chaque requête elle est définie par son name et puis par, si vous voulez, le contenu de la requête qu'on aimerait bien exécuter. Une fois que le fichier namedQueriesHBM.xml est ajouté, on va mettre à jour, on va notifier Hibernate pour lui dire lors de chargement de votre process, chargez avec vous donc le fichier suivant pour pouvoir exécuter les requêtes suivantes. Sur Hibernate CFG, je vais ajouter donc un autre mapping si vous voulez. Au niveau de mapping, je fais appel à ressources. Et là, donc, mon fichier s'appelle named. Donc, bien sûr, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Donc, on a choisi le nom pour être logique avec ce qu'on vient de faire, quoi. Donc, queries.hbm.xml. Ce fichier, on est sûr qu'il va le charger donc dès le départ. Au niveau, donc, il manque un R, bien sûr, ici. Il est censé donc charger le fichier dès le départ au niveau donc de notre application, quoi. Bien sûr, j'ai oublié donc les doubles codes, c'est pour ça le système m'a signalé donc une exception. Lors de chargement de Hibernate, il va charger ce fichier-là pour pouvoir accéder aux différentes requêtes que je vous ai montrées tout à l'heure. On va exécuter par exemple cette requête qui attend deux paramètres. Un paramètre qui s'appelle vmin, un paramètre qui s'appelle vmax, c'est-à-dire donner pour moi les salariés dont le salaire entre telle et telle valeur. Alors au niveau de Employee Manager, je vais ajouter donc une nouvelle méthode. Donc je peux copier celui-là. Je vais l'appeler named_query 2 par exemple. Je commence la transaction. Alors là, je fais appel à la requête suivante. Donc ma requête maintenant, il s'appelle HQL getEmployee by sal2. Bon, je reviens ici. Je change le nom de la requête. Si je consulte donc la requête en question, il apparaît bien que la requête elle attend deux paramètres, vmin et vmax. Alors à ce niveau-là, je vais lui dire que ma query.set paramètre. Pour le paramètre vmin, ça va être à 6500. Et de même pour le paramètre vmax, j'aurais dû faire, donc si vous voulez, 6750, à titre d'exemple. Et là, je demande par la suite de lancer la requête. Il ne faut pas oublier qu'au niveau de la base de données, on a trois salaires, 4500, 6200 et puis 6980. Je crois ici, pour arriver à un résultat correct, donc j'aurais dû faire 6000 et 6750 par exemple. Je bascule vers Hibernate Demo, je change le SQL1 query 1 par 2. On va réexécuter donc notre classe pour vérifier comment le système va se comporter devant cette nouvelle situation. Et là, il apparaît bien, à partir de la base, le seul enregistrement qui correspond à cette valeur, c'est le C1200. Comme ça, donc au niveau d'exécution, il va nous afficher seulement cet employé. Et comme ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de basculer entre l'intégration d'un fichier donc HBM qui contient donc toutes les requêtes en question, ou bien par les annotations. Là, vous êtes censé intégrer les annotations au niveau de votre entité en question. Donc voilà, donc c'était l'occasion pour vous montrer les différentes situations et les différentes méthodes pour exécuter des requêtes select et interroger votre table ou votre base de données pour récupérer donc les informations afin de les afficher, les communiquer avec les utilisateurs. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et à la prochaine.